Quand on sait ce qu'on doit faire, pourquoi ne le fait-on simplement pas? La cause profonde pour laquelle on se laisse distraire est le fait que l'on ressente ces déclencheurs internes, ces états émotionnels inconfortables que l'on cherche à fuir. Comment savoir qu'est-ce qu'une distraction et qu'est-ce qui ne l'est pas? Pour savoir qu'est-ce qu'une distraction, il faut planifier vos journées en avance et savoir ce que vous voulez faire. Qu'est-ce qui est le plus pertinent? On est maintenant esclave de l'immédiat, au détriment de ce qui est important. Dans cet épisode, vous allez découvrir Nir Eyal. Il est considéré comme un expert en ingénierie comportementale. Il est l'auteur du livre Hooked et Indestructible, deux livres que j'ai lus et appréciés. Et globalement, ce qu'il fait, c'est qu'il aide les entreprises à créer des applications créatrices d'habitude. En gros, des applications créatrices d'addiction. Peu importe, dans cet épisode, vous allez découvrir comment mieux gérer votre temps et comment développer une concentration hors du commun. C'est parti. Petite parenthèse, c'est pas moi qui ferai les doublures vocales pour cet épisode, c'est notre très cher ami Geoffrey, fraîchement engagé et qui sait, peut-être bientôt fraîchement viré. Non, je déconne. Perso, j'ai adoré ses voix, vous nous direz ce que vous pensez. C'est parti. Il s'avère que la majorité des distractions ne sont pas du tout déclenchées par des éléments extérieurs. La majorité des distractions ne viennent pas de l'extérieur, mais plutôt de l'intérieur, de nous-mêmes. La cause profonde pour laquelle on se laisse distraire est le fait que l'on ressente ces déclencheurs internes, ces états émotionnels inconfortables que l'on cherche à fuir. Donc pour répondre à la question de Platon en ce qui concerne ce qui nous pousse à être distraits et à faire des choses qui vont à l'encontre de nos instincts, il faut commencer par approfondir la question et se demander pourquoi nous faisons quoi que ce soit en premier lieu. Quelle est la nature de la motivation humaine? Et quand vous y pensez, la plupart des gens vous donneront une version de la carotte ou le bâton en vous expliquant qu'on est en quête de plaisir et qu'on veut éviter la souffrance. C'est le principe de plaisir de Freud. Mais d'un point de vue neurologique, ce n'est pas vrai. En réalité, on ne fait pas les choses pour ressentir du plaisir et pour éviter de souffrir. D'un point de vue neurologique, on ne fait les choses que pour une seule raison. Et c'est pour éviter l'inconfort. On sait que c'est vrai au niveau physiologique. Si vous sortez et qu'il fait froid, c'est désagréable. Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez un manteau. Quand vous retournez à l'intérieur, maintenant il fait trop chaud. C'est désagréable, donc vous l'enlevez. Si vous avez faim et que ça vous donne des maux de ventre, vous mangez. Et quand vous êtes ballonné, c'est désagréable, donc vous arrêtez de manger. Donc au niveau physiologique, vous ressentez ça tout le temps. Les mêmes règles qui s'appliquent aux sensations physiologiques s'appliquent aux sensations psychologiques. Donc, quand vous vous sentez seul, vous allez sur Facebook. Siri, open Facebook. Quand vous n'êtes pas sûr de quelque chose, vous allez sur Google. Quand vous vous ennuyez, vous regardez les infos, le sport, vous allez sur Reddit, Pinterest, peu importe. Toutes ces choses constituent une réponse à ces sensations inconfortables. Donc, si tous les comportements humains sont liés à un désir d'éviter l'inconfort, ça veut dire que, comme vous le disiez, la gestion du temps équivaut à la gestion de la souffrance. Et c'est pour cela que c'est la première étape la plus importante. Car, fondamentalement, si on n'aborde pas le fait que lorsqu'on est distrait, on échappe à une sensation inconfortable, si on ne le comprend pas et qu'on n'apprend pas de nouvelles méthodes pour faire face à cet inconfort, on sera toujours distrait par quelque chose. Et je pense que c'est très important que tout le monde comprenne ce concept. Donc la clé pour devenir plus productif, c'est d'être un Zen Master, être capable d'observer la totalité de vos états intérieurs sans y réagir. Et ouais, c'est pas le Red Bull. Et du coup, pour moi, ce que dit Nir Eyal, ça ne contredit pas du tout le principe de plaisir de Freud. Pourquoi? Parce que pour moi, l'inconfort est une forme de souffrance, comme l'anxiété est une forme de peur. Et les gens, pour moi, c'est ce que dit Nir Eyal dans ce bout de vidéo, c'est que les gens sont plus motivés par la fuite de l'inconfort, de la souffrance, plutôt que la poursuite du plaisir. Et jusque-là, je suis totalement d'accord. Maintenant, si je vous posais la question suivante, est-ce que vous vous sentez capable de rester enfermé dans une pièce absolument vide pendant 24 heures avec juste un peu d'eau et absolument rien d'autre, alors que vous pouvez sortir à tout moment? Si la réponse est oui, essayez. Et vous allez être surpris. Parce qu'en fait, la vie, c'est ça. C'est vous qui vous voulez faire une chose, et en essayant de faire cette chose, vous allez ressentir des désagréments intérieurs, parce que généralement, par exemple, devenir millionnaire, c'est hyper chiant. Ça peut prendre jusqu'à 10 ans pour avoir son premier million, surtout quand on commence de rien. Et du coup, c'est plein de petites tâches, plein de petits projets qui mènent nulle part. Et c'est vraiment chiant en fait. C'est pas excitant. Ce qui est excitant, c'est de jouer à Warzone. Ça, c'est excitant. Mais gagner son premier million, c'est horriblement chiant. Surtout quand on n'y est pas. Et du coup, la question c'est, est-ce que vous êtes capable de passer à travers cette monotonie, en fin de compte, en ressentant tous les désagréments que vous ressentirez,
On continue. Est-ce que vous êtes capable de le faire? Si la réponse est non, eh ben vous n'y arriverez pas. Parce qu'encore une fois, Steve Jobs l'avait bien dit, c'est pas ce qu'il a décidé de faire qui selon lui l'a fait réussir, c'est tout ce qu'il a décidé de ne pas faire. Quand on essaie de répondre à la question de Platon et qu'on se demande pourquoi nous faisons des choses qui vont à l'encontre de nos instincts, et c'est une question vieille comme le monde, quand on sait ce qu'on doit faire, pourquoi ne le fait-on simplement pas? Et en particulier aujourd'hui, on vit à une époque où on peut accéder du bout des doigts à des informations venant du monde entier. Donc dire qu'on ne sait pas quoi faire n'est plus une excuse valable. Qui ne sait pas comment faire pour perdre du poids? Peut-être pas en détail, mais tout le monde sait qu'un gâteau au chocolat n'est pas aussi sain qu'une salade. Qui ne sait pas ça? Qui ne sait pas que pour avoir des meilleures relations avec les gens, il faut être à l'écoute? Qui ne sait pas que si vous voulez être meilleur dans votre métier, vous devez faire le travail, en particulier les choses complexes que les autres ne veulent pas faire. Nous savons ces choses-là, donc on ne peut plus dire « bah, je ne savais pas comment le faire ». Google est juste là, prêt à être utilisé. On manque de capacité à aller au bout des choses. On manque de capacité à éviter les distractions. On ne réussit pas dans la vie seulement en faisant les bonnes choses, mais aussi en évitant de ne pas faire les mauvaises choses. Et c'est comme ça qu'on ne se laisse plus distraire. C'est en s'assurant de faire les choses qui nous semblent importantes dans la vie. Donc, par exemple, j'ai affaire à beaucoup de personnes qui rencontrent des difficultés au moment de se mettre au travail. Ils disent qu'ils vont faire quelque chose, ils disent qu'ils vont travailler sur ce gros projet, qu'ils vont arrêter de procrastiner et faire la tâche. Dès qu'ils lisent leur mail, dès qu'ils consultent ce canal Slack, dès qu'ils font ce petit truc où qu'ils doivent parler brièvement à un collègue, 30 à 45 minutes plus tard, ils n'ont toujours pas commencé à faire ce qu'ils avaient prévu de faire. Et ces choses-là, même si c'est techniquement du travail, exactement. Ce n'est pas ce qu'ils étaient censés faire. J'appelle ça du pseudo-travail. C'est ça, du pseudo-travail. Je dois quand même consulter mes mails, je dois quand même faire tous ces trucs-là. Mais si j'avais prévu de faire autre chose à ce moment-là, tout ça reste une distraction. Donc, tout peut devenir une distraction. Et la raison pour laquelle c'est si pernicieux, c'est que on est maintenant esclave de l'immédiat, au détriment de ce qui est important. Mais attendez, on vit dans une époque où la technologie est si intrusive et si persuasive. Je veux dire, elle est faite pour être persuasive et on veut qu'elle soit persuasive. On veut que le prix soit abordable. Mais c'est d'autant plus facile d'être distrait. Et donc cette idée qui me fait très peur et que nous entendons en ce moment, que la technologie s'empare de nos esprits, qu'elle rend tout le monde addict. Non seulement elle est fausse d'un point de vue scientifique, parce que quand on y pense, beaucoup de choses sont potentiellement addictives, mais ne rendent pas tout le monde addict, pas vrai? Beaucoup d'entre nous boivent un verre de vin pendant le dîner et nous ne sommes pas tous alcooliques. Tout analgésique, toute substance qui atténue la douleur est potentiellement addictive. Ce qui est réellement néfaste, c'est quand nous nous mettons à intégrer l'idée que la technologie s'empare de nos esprits. Et qu'est-ce que je vais faire? Mes enfants deviennent fous à force de jouer aux jeux vidéo. À quoi ça conduit tout ça? Ça nous apprend à devenir impuissants. Cette situation où nous pensons « il n'y a rien que l'on puisse faire, alors pourquoi essayer ?» Et maintenant, c'est parce que nous croyons que ces technologies nous persuadent de faire des choses contre notre gré que ça finit par se produire. You died again. La technologie peut être votre meilleur ami comme votre pire ennemi, mais ça vous le savez déjà. Et avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je dois vous parler de quelque chose de très important. Notre nouveau partenaire, Monday.com. Monday vous offre un outil en ligne, efficace, ludique, propre, ergonomique, de gestion de projet. On l'utilise depuis plus d'une année et par exemple c'est avec Monday.com qu'on s'organise pour faire ces vidéos et plus ou moins tous les projets qu'on gère en dehors de cette chaîne YouTube. Ça nous est très utile et pour la petite histoire, on avait commencé avec Monday quand ça s'appelait encore Dapples.com, il y a plusieurs années de ça. On avait essayé pendant 6 mois et après on avait arrêté parce qu'on s'était dit mais en fait Excel ça fait l'affaire, c'est gratuit, ça vaut pas la peine d'investir là-dedans. Du coup on a arrêté. Et 6 mois plus tard, après avoir tenté sur Excel, on est revenu sur Dapples, qui s'appelait à ce moment-là Monday.com, et on y est resté jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que franchement, c'est hyper ludique, c'est simplifié, il y a plein de templates de projets qui existent déjà, si vous ne voulez pas créer tout le template vous-même, et ça vous permet de rester organisé et de travailler collaborativement avec les gens avec qui vous travaillez. Du coup, pour moi, ça a tous les avantages qu'un programme et une application de gestion de projet devraient avoir. Et c'est pour ça que j'en parle depuis si longtemps et que je vous encourage à cliquer dans la description pour vous inscrire sur Monday.com. Maintenant, si je voulais rebondir rapidement sur ce que disait Nir et Eyal, comment savoir qu'est-ce qu'une distraction et qu'est-ce qui ne l'est pas? Eh ben, pour savoir qu'est-ce qu'une distraction, il faut planifier vos journées en avance et savoir ce que vous voulez faire. Qu'est-ce qui est le plus pertinent? Parce que vous pouvez faire plein de choses constructives, entre guillemets, c'est pas forcément pertinent. Du coup, si vous planifiez vos journées en avance, après vous savez que tout le reste en dehors de ce que vous avez planifié est une distraction, même si c'est constructif. Du coup, tout peut être une distraction
Et pour savoir qu'est-ce qu'une distraction réellement, il faut planifier à l'avance. Et tout ce qui n'est pas ce que vous avez planifié est une distraction. Et du coup, vu que la complicité est de plus en plus croissante entre nous, et que je suis bientôt au stade de vous montrer mes culottes sales, même si ça ne vous intéresse pas, je vous propose de découvrir par exemple ma planification pour la journée d'aujourd'hui. Ludo va la faire flasher à l'écran maintenant. Voilà, on peut passer à la suite. L'une des choses que les gens font et qui ne marche pas, c'est l'abstinence stricte, totale. L'abstinence stricte, c'est se dire « je ne vais pas faire ça », vous voyez ? Dites juste non, comme nous le disait Nancy Reagan dans les années 80. Et il s'avère que l'abstinence stricte, pour beaucoup de comportements, entraîne un retour de flamme, en particulier pour les comportements très difficiles à éviter entièrement. Donc vous voyez, si vous étiez accro à la drogue, vous pouvez peut-être arriver à vous abstenir totalement de consommer la substance dont vous avez abusé. Mais comment pourriez-vous totalement vous abstenir de manger si vous faites un régime ? On doit manger. Comment s'abstenir d'utiliser la technologie de nos jours ? Je veux dire, elle est indispensable pour travailler. On ne peut pas juste décider d'arrêter d'échanger des mails pendant 30 jours. Vous allez vous faire virer. Donc, pour ce genre de distraction potentielle, on ne peut pas juste s'abstenir. Et pour aller plus loin, parce que la recherche sur le sujet est super intéressante, quand on s'abstient réellement, quand on se dit « non, je ne le ferai absolument pas », c'est presque comme si on tirait sur un élastique. Quand vous tirez sur un élastique et que vous tirez et que vous le lâchez, il ne revient pas comme il était au début, il revient encore plus fort. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on impose une abstinence stricte. On se dit « ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas », et « ok, c'est bon, je cède ». Et après s'être imposé l'inconfort de ne pas faire cette chose-là, cette sensation de soulagement est elle-même plaisante. Donc ce qui se passe, c'est que les personnes qui s'interdisent des choses et qui tentent de ne pas être distraites appartiennent à l'une de ces deux catégories. Les gens qui se dédouanent et les gens qui culpabilisent. Ceux qui se dédouanent disent « Ah, c'est mon téléphone qui m'a distrait, c'est Facebook, c'est YouTube, c'est Slack, c'est ce truc-là qui m'a distrait. » Ceux qui culpabilisent, c'est la catégorie à laquelle j'appartenais. Ils disent « Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Je ne suis peut-être pas fait pour ce travail. Je suis fainéant. J'ai une capacité de concentration limitée. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. » Et on culpabilise. Et bien sûr, ça n'aide pas non plus. Parce qu'elle mène où cette spirale de culpabilité ? Elle crée de nouveaux mécanismes internes qui nous poussent encore à rechercher une distraction pour échapper à cet état émotionnel inconfortable. Donc, comment désamorcer ça ? Pas en étant méprisant, mais en étant curieux. Lorsqu'il est question de ces états émotionnels inconfortables, on sait que les émotions ne durent pas éternellement. Mais à ce moment-là, on pense qu'elles vont durer éternellement. C'est comme ça que le cerveau nous pousse à réagir. Il nous pousse à agir en nous faisant penser « je ne veux plus ressentir ça ». Mais quand on y réfléchit logiquement, rationnellement, les émotions sont comme la mer. Elles s'agitent, puis elles se calment. Donc, nous pouvons surfer sur ces envies comme un surfeur le ferait sur une vague. Votre objectif, c'est d'examiner cette sensation. D'appréhender cette sensation avec curiosité plutôt qu'avec mépris. Ou alors de revenir à la tâche à accomplir. Vous allez bien sûr me dire, Sonny, mais du coup, avec tout ce que tu nous dis, est-ce que le but de la vie ne serait pas de s'asseoir confortablement au milieu de l'inconfort comme le lotus au milieu des marécages ? Et moi je vous dirais, oui exactement, c'est ça. Vous avez tout compris. Petite parenthèse, rien à voir, sinon, il y a 46,5% des gens qui regardent ces vidéos qui ne sont pas abonnés. Et pour moi, il y a un mot qui caractérise ce phénomène. Le voyeurisme. Espèce de voyeur, va. Je vous laisse vous abonner maintenant, enfin si vous le souhaitez, c'est pas une obligation bien évidemment. Et moi je vous dis au prochain épisode. Et donc ma mère a signé un contrat de location avec le propriétaire. Et puis elle ouvre son restaurant. Elle vient à bout de la première année de travail. Elle entame sa deuxième année, elle commence juste à se dégager du profit. Et un samedi, elle est à la maison, à se mêler de ses affaires. Et d'un seul coup, elle entend frapper à la porte.